Go live, c'est parti. Salut à vous les petits Jedi. Bienvenue ici sur cette chaîne qui vous apprend des choses un petit peu tous les jours. N'oubliez pas de boire un petit peu d'eau. Vous le savez maintenant. Nous allons accueillir le créateur de la révélation des pyramides, Jacques Grimaud, qui est un être à part entière, qui a des connaissances qu'il a partagées sur les réseaux sociaux depuis quelques années, qui a aidé certaines personnes à se dire, ah oui, il y a peut-être quelques mystères, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à comprendre, à apprendre. Et nous allons l'inviter et l'interviewer sur des questions très intéressantes aujourd'hui. Donc, bienvenue, Jacques. Merci, bienvenue à toutes et à tous. Et heureuse journée grâce à David. Donc, nous allons aborder le sujet, donc le titre, hein, l'idée de la nature selon les anciens, que tu m'as proposé, qui est très intéressant. Alors, par rapport à la sculpture, moi qui suis sculpteur sur pierre, j'ai toujours eu des énigmes par rapport à la vaisselle égyptienne, par rapport à des pierres extrêmement dures, qui sont pour moi infaçonnables. Hein. Même le granit de Bretagne, on a du mal à le façonner avec des outils classiques. Et la vaisselle égyptienne a toujours été une interrogation pour moi. Et je voulais savoir si tu pouvais, toi qui as vu des objets de tes yeux, peut-être pu les toucher même, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton ressenti sur ces pièces, ces œuvres d'art? Donc, la première fois que j'ai suscité la rencontre avec Éric Gontier, qui est un ami de mon frère, il est docteur en minéralogie, il est également géologue, et je l'avais fait pour le convaincre de l'intérêt d'aller avec nous en Égypte avec Patrice Pouillard et son équipe, qui était la mienne en réalité. Je l'avais fait visiter au musée du Louvre tout ce qui concerne non pas la poterie, parce que le terme est incorrect, mais la vaisselle égyptienne, donc qui en partie est constituée de pots, d'assiettes, etc. Et la stupeur qui se lisait sur le visage n'a pas été, hélas, enregistrée par une caméra, mais ça valait la peine. Je lui montrais au fur et à mesure et je lui demandais de reconnaître, parce qu'il y a des indications fausses dans la nomenclature proposée par le musée. Les pierres, il y avait de tout, vraiment, et des pierres extrêmement dures ou difficiles à façonner. Donc, il ne s'agit pas de sculpture en réalité, et peut-être seulement, on peut imaginer qu'elles étaient sous une forme différente et qu'elles ont séché. Mais comme il convient de préciser qu'il y a des pierres dans ces meubles minéraux, il y a des pierres qui sont d'origine comment dire, magmatique, c'est-à-dire issues de volcans et de très haute pression et température d'un côté, et de l'autre, il y a des pierres qui ne sont que le dépôt des tests minéraux des coquillages pendant une très longue durée, c'est-à-dire quelques centaines, voire quelques millions d'années. Donc il y a deux genres. Le genre que je viens de spécifier, sa particularité, comme le grès par exemple, comme les calcaires en général, c'est d'être friable, c'est-à-dire on peut les gratter et obtenir quasiment ce que l'on veut, vu qu'on y mette l'outil adéquat d'une part, l'énergie et la durée suffisante d'autre part. En revanche, ce qui suscite l'admiration de tous, parce que nous sommes tous ignorants de la technique qui aura été utilisée, ce sont ces vaisselles qui sont taillées, semble-t-il, ou abrasées dans des matériaux difficiles. Les uns sont lisses et compacts, c'est-à-dire comme le granit. Alors il faut préciser également que granit, il y a le granit avec E, qui est le granit des minéralogistes, et le granit sans E, qui est le granit dont on se sert pour les pierres tombales, par exemple, qui est beaucoup plus façonnable, littéralement malléable. C'est-à-dire qu'on peut l'entamer avec n'importe quel outil rapide déjà, mais l'autre granit, lui, il est composé de trois espèces minérales qu'on connaît puisque je les cite à chaque fois, je pense que je n'ai pas à les répéter, dont l'une, le quartz, est quand même extrêmement dur, hein, qui occupe la place entre 6,5 et 7 en moyenne sur l'échelle de Mohs, qui est l'échelle de dureté des minéraux. Donc ça pose problème parce qu'il n'y a pas que la forme extérieure que l'on doit considérer, mais c'est le creux intérieur qui est difficile à comprendre. Non seulement parce que vous pourriez le visiter visuellement ou manuellement, comme j'ai pu le faire moi dans différents pays, qu'il y a des épaisseurs
inconcevable, c'est-à-dire qu'on a une épaisseur régulière d'environ 2 mm de pierre entre l'extérieur et l'intérieur de cette vaisselle-là. Et on ne sait pas comment on peut réussir avec, par exemple, des pots qui mesurent environ 1,8 cm de haut sur 1,2 cm de large, avec des incrustations métalliques dont certaines sont de l'or, avec des trous de suspension, etc. Alors on a supposé, parce que c'est plus facile, qu'il s'agissait de pots pour le nard, c'est-à-dire un produit très difficile à obtenir, très coûteux à l'époque, plus cher que l'or, et qui en réalité est un parfum très très tenace, naturel, un mélange, etc. Bon, on peut supposer ce que l'on veut, mais ça n'est pas cela qui nous intéresse. C'est pourquoi on se donnerait tant de mal pour un pot qui ne sert quasiment pas à grand-chose, etc. Donc le problème reste posé. Je pense que le mieux, c'est que je fasse une petite halte et savoir si tu as des questions à ce sujet, parce que le sujet en question est très vaste, profond et protéiforme. En conséquence, il vaudrait mieux viser quelques réponses plutôt que les fournir sans été imagé. Sauf si toi, tu as des questions. Oui, moi j'avais une question, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être cette, cette vaisselle, hein, ces petits pots ont été peut-être coulés. Alors, comment aurait-il réussi à couler, à mélanger ces matières-là? Mais même une fois que c'est coulé, il y a toujours un façonnage. Quand on façonne, quand on démoule une sculpture, quand on démoule quelque chose, il y a un façonnage, on l'abrase et ensuite il n'y a pas le lissage comme il se doit. Donc, est-ce que ça aurait été une possibilité peut-être de couler justement des matières dures comme ça, de les faire fondre? Alors, nécessairement, comme tu le fais remarquer, il y a un moule. Or, on n'a pas trouvé de moule, sauf dans la mer. Donc, on est très embarrassé de prétendre qu'il y aurait coulage. Deuxièmement, le moule doit pouvoir résister au minimum à une température de 3800 degrés et ce n'est pas vraiment la chose la plus facile à trouver. Et voilà. On pourrait dire, peut-être avait-il des procédés, des processus métalliques qui nous sont peut-être restés inconnus, mais ça m'étonnerait beaucoup. En conséquence, compte tenu de la nature des minéraux en question et de la forme et de la fonction éventuelle de ces vaisselles, eh bien, il est difficile de conclure dans un domaine ou dans un autre. On va procéder donc par un ordre bien particulier, ce que l'on sait jusqu'à ce que l'on ne sait pas. Si l'on considérait que c'est de la sculpture, alors là, il faut vraiment avoir des outils supérieurs. Les outils au tungstène qu'on avait comment dire, utilisés pour un test, un essai en Égypte avec un sculpteur de métier, c'était impossible. Il aurait fallu environ, d'après lui, plus de 600 heures pour faire la forme et autant pour comment dire, la finaliser pour qu'on comprenne qu'il s'agit d'un pot. Quant à l'intérieur, il disait c'est quasiment impossible parce que la nature du minéral en question, quel qu'il soit, s'il a une rigidité, au choc répété, il va finir par se casser, ce qui est le cas du granit assez facilement dans les entournures. Hein. Donc ça, on a abandonné cette idée parce que les métaux au tungstène, la certitude est qu'on ne les a jamais faits dans cette antiquité-là. Peut-être avant, avec des outils qui auraient disparu, mais on ne sait pourquoi. On aura pu les enterrer dans les déserts adjacents, mais ce sont des hypothèses, des allégations, et ça n'est pas à retenir. Pour ma part, j'essaye de donner des preuves. Par exemple, quand on me parle des trolls, je montre les preuves de leur inculture, de leur idéologie rampante et toutes ces choses-là, et je ne me gêne pas. Ce sont des individus néfastes et qui n'apportent rien à la connaissance et tout ça. Mais tel n'est pas le sujet. Je reviens, je rappelle quand même, et on l'avait dit dans ce premier film, dont je suis en effet le créateur et l'auteur, que sous la grande pyramide à degrés qu'on trouve donc à Saqqara, qu'on appelle la pyramide de Djoser, c'est complètement idiot de nommer ce qu'on ne connaît pas, mais bon, eh bien, il y avait une quarantaine de milliers de pièces de vaisselle de toute espèce. Et cette quantité-là interdit de penser que ça puisse être fait par 10-12 personnes. Il faut quand même un bon millier de personnes durant une existence si on prend les voies classiques. Donc, un millier de personnes, c'est le minimum. Il faut les loger, il faut les nourrir, il faut, s'ils s'accidentaient, etc., leur porter secours.
il faudrait également les défendre en cas de besoin, etc. C'est une logistique qui mérite d'être approchée, ce que ne font jamais ni les égyptologues, ni les archéologues, ni quoi que ce soit de ce genre. Ça débute à peine, et il me semble que ça aura pu être soulevé dans leur problématique, justement par mes manières de dire les choses dans la révélation des pyramides. Je n'ai pas la prétention de la chose, je pense que ça les a secoués un petit peu. Parce que, par exemple, dans le livre, je rappelle qu'il y a un livre assez lourd et épais, qui est avec lui, contrairement à ce que disent les trolls, il y a beaucoup d'images et tout est cité, référencé. Je fais remarquer quand même que la plupart des choses que j'y évoque n'ont jamais été abordées par l'égyptologie classique, ni par l'archéologie classique, etc. Et que moi, je me borne à compter ce qui leur échappe. Parce qu'on ne peut pas prétendre à élaborer une synthèse sans savoir tout ce qui échappe à l'ordinaire. Je rappelle que selon une phrase qu'on appelle anaglyphique que j'ai trouvée et que j'ai pu traduire, qu'on trouve en Égypte, c'est on étudie le moyen par ses extrêmes. Donc c'est dur à comprendre parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce type d'expression qui est quasiment de la géométrie en parole ou des mathématiques en général. Et étudier par les extrêmes, c'est qu'il faut connaître les extrêmes d'abord et ensuite pouvoir en déduire ce qui est ordinaire, c'est-à-dire la moitié géométrique ou le centre géométrique ou encore le milieu conceptuel, le centre conceptuel. Ça n'est toujours pas le cas. Si on n'intègre pas les données que j'apporte, on ne fera que de la simili-égyptologie, comme les trolls ne font que de la simili-science ou de la simili-zététique. Voilà. Pas de questions? Je te remercie. Alors, par rapport, il y a une petite question dans le chat qui demande, qui dit, on a retrouvé beaucoup de morceaux de cuivre dans de nombreuses vaisselles. Et c'est vrai que j'avais vu les piliers de Djed, c'était en fait un symbole qui peut-être aurait permis de faire de l'électricité. Peut-être maîtrisait-il l'électricité, sachant qu'il y a des grottes qui sont dans le noir complet et qu'on n'aurait pas pu tailler ou peindre une paroi avec une bougie parce que tout serait dans une fumée noire. Maîtrisait-il effectivement l'électricité, la lumière? À quoi pouvait-il servir ce cuivre sur les vaisselles? D'accord, c'est une rafale de questions en réalité. Donc on va y aller doucement selon les termes que tu as employés et dans l'ordre. D'abord, on trouve du cuivre partout parce que c'est un métal qui permet les finitions fines lorsqu'il n'y a pas de dureté extrême, etc. Et c'est surtout parce que c'est le premier qu'on trouve à portée de main dans la nature. En réalité, pour être très clair, le premier fer qui a été découvert, c'est dans la pyramide elle-même et très probablement, il daterait de sa réalisation, de sa construction. C'est-à-dire, on pourrait dater le fer utilisé et usiné à moins de 1700 environ. Mais comme on ne trouve pas d'outils de fer à cette époque, on raye la chose. Je pense que ces outils étaient très rares. On a par exemple une dague au musée du Caire, et elle est en acier littéralement, c'est-à-dire une amélioration de fer qui est passée par un bain au carbone, etc. Mais on ne va pas statuer là-dessus, on ne peut pas. Donc on va passer. On trouve du cuivre, certes, mais pour savoir si le cuivre est bon, conducteur de l'électricité, il faut d'abord connaître l'électricité. Donc cela suppose que la science de l'électricité serait antérieure à l'utilisation de matériaux capables d'isolement ou à l'inverse de conduction. Pour ce qui est du cuivre, il est largement inférieur en conductivité à l'or, qui semblait en aucun cas être un problème pour les Égyptiens anciens. Et quand je dis les Égyptiens, il faut être prudent. Je mets pour ma part dans ma parole des guillemets. Il ne s'agit très probablement pas d'Égyptiens qui ont produit toutes ces choses qu'on juge merveilleuses et qu'en réalité on trouve partout. Si vous alliez en Inde et pas là où Patrice Pouillard est allé en me volant mes adresses personnelles, vous trouveriez dans certains temples des pièces mobiles de pierres dures dont on ne sait pas comment on les réalise. C'est-à-dire elles sont enfermées, des sphères dans des enceintes quasi fermées, avec juste de quoi les viser par l'œil ou les toucher avec les doigts. Et ces sphères sont mobiles. C'est-à-dire qu'au bout du doigt, on peut les faire circuler entièrement. Comment fait-on pour sculpter tout cela? On est obligé de recourir à l'hypothèse de la pierre molle qui aurait été
d'abord mises en forme et ensuite compactées, soit par le feu, soit par une réaction physico-chimique, soit par quelque autre procédé, comme par exemple la colle de nos jours, qui se durcit sous l'œil de la lumière ultraviolette. On ne sait pas pour l'instant. Et en réalité, il n'y a pas de recherche scientifique parce que globalement, les représentants de la science ne s'intéressent pas à cela. Ils sont tous, pratiquement 99%, dirais-je, et sans me tromper, en recherche de rentabilité. D'abord, ils sont assez mal payés dans l'ensemble, ce qui est ordinaire dans la science, malgré tout, sauf quelques exceptions, et ils cherchent à éditer leurs œuvres. Donc on a un peu de tout là-dedans. On a surtout des répétitions de ce qui a été dit dans les bouquins anciens, n'a pas été développé ou considéré, ou encore n'a pas été mis en langage contemporain. Mais il y a des choses qu'on ignore, ce sont les vraies traductions de l'anaglyphie et de hiéroglyphie. Si je devais, parce que je n'ai pas apporté, mais je cite ça dans le bouquin, faire l'analyse de la situation dans ce domaine, on s'apercevrait qu'on ne sait rien des technologies, des objectifs et des moyens, quels qu'ils soient, relatifs à la réalisation. De nos jours, on n'a aucune indication sur les grandes pyramides, et si ce que j'ai dit tout à l'heure a fait tilt dans votre cervelle, celle qu'on imagine être la plus ancienne dans le pays d'Égypte, ce serait la pyramide à degrés de Saqqara. Eh bien, cette pyramide, elle aurait déjà sa cargaison de 40 000 pièces, ce qui sous-entend que ces pièces, au minimum, auraient été faites à son époque, parce que c'est en dessous et ça a été découvert dans les pièces fermées, etc., même dans les sables en dessous de la pyramide elle-même, c'est-à-dire qu'on découvre en creusant, ce qui sous-entend un dépôt antérieur à la pyramide. Dans ma manière de voir, il se pourrait que ce dépôt était un signe sur lequel on s'est appuyé pour installer cette pyramide. Quoique, comme vous le verrez dans le prochain film, les notions astronomiques des anciens, que je ne dirais pas égyptiens, mais bâtisseurs, comme je l'ai fait dire à Pouillard dans le précédent film, il a eu beaucoup de mal à saisir la nuance, eh bien, ce sont des indications de type astronomique, c'est-à-dire la reproduction du ciel en un moment particulier, dans un site particulier. Ce site, il est détaillé dans ses caractéristiques géophysiques dans le bouquin. Donc, si vous devez essayer de comprendre, il vaut mieux retourner vers le bouquin. Donc, c'est, une fois de plus, Amazon, un grand fleuve de culture, parce qu'il ne l'a pas dit lui-même, il ne le savait pas. Je parle de Jeff Bezos, hein, c'est un homme qui est aux ordres. Eh bien, dans ce bouquin, vous trouverez la problématique. Mais même dans les livrets, j'ai fait le nécessaire pour que les livrets soient accessibles à tout le monde, même ceux qui détestent les mathématiques, ce que je peux comprendre, c'est fort mal enseigné, et je le sais pour l'avoir fait. Et je donne tous les moyens de comprendre à tout le monde. On peut déjà comprendre relativement aisément dès l'âge de 10 ans, si on est attentif, qu'on veuille relire, etc. Donc, pour revenir à la suite du questionnement qui m'a été fait, le cuivre, peut-être, mais je ne pense pas que ce soit là pour des raisons de réalisation des objets ou de transfert énergétique. En ce qui concerne l'énergétique, entre guillemets, égyptienne, ancienne, la probabilité est qu'elle ait existé en tant que connaissance. Il y a plusieurs éléments qui en traitent. Le premier, à mon sens, parce que le plus dangereux et le plus effectif en matière d'apport énergétique, c'est qu'il y a des couloirs le long de certains éléments de pierre granitique. Je rappelle quand même que le granit, il a une particularité qui a été découverte d'ailleurs par le frère de Pierre Curie, Jacques Curie, et qui engendre la piézoélectricité. C'est-à-dire il y a une réaction particulière, une vibration, transformation mécanique d'un effet physique, une radiation pour tout dire. Et cette chose-là, d'ailleurs, était empruntée, elle aussi, par un certain Albert Einstein, et ça lui a valu le prix Nobel, hein, il faut le savoir, parce que ce monsieur avait l'habitude d'emprunter tout à tout le monde, ce qui ne se dit jamais, de peur de le défriser et d'embêter une certaine petite communauté, etc. Ça n'est pas le sujet du jour, donc je m'abstiendrai. Donc cet effet piézoélectrique, il a été remarqué facilement, puisqu'on peut ressentir. J'ai fait, comment dire, entre guillemets, expertiser cela directement en disant aux personnes du voyage, hein, le VEE de Helena, c'est-à-dire le voyage en Égypte de la Nouvelle-Atlantide, en leur disant, mais sans que je dise le tout que je vais faire aujourd'hui, comme ça ils le sauront.
Quand vous arriverez dans la chambre haute, la première chose à faire, s'il vous plaît, c'est poser vos deux mains de part et d'autre de votre visage et poser le front juste, non pas qu'il pèse sur le mur de granit, mais juste au contact, à la tangence de votre front, etc. Et tous, quasiment, ont dit, bien, j'ai ressenti des picotements. J'ai dit, ça, c'est l'activité naturelle, bioénergétique, puisque le gradient énergétique est le même que l'électricité corporelle. C'est pourquoi ça se transmet très facilement. Et personne ne m'a posé de questions. Alors, je vais vous le dire. C'est possible parce que quand on se coltine le périple que l'on fait faire aux visiteurs de l'Égypte quand on est en voyage avec Elena, on arrive au sommet visitable de la Grande Pyramide, environ à 73 mètres d'altitude, avec de la sueur au front. Et c'est cette sueur qui permet le contact, et non pas le front seulement. Parce qu'il y a une résistivité, tout le bazar. On ne va pas rentrer dans la technique, la technologie, la science, néanmoins. Donc ce contact démontre qu'il y a un transfert énergétique entre la pierre et les personnes qui touchent la pierre comme il convient. Donc la température idéale pour suer, ça commence vers 26 degrés et demi, 27 degrés selon les endroits. Et c'est surtout dans des endroits confinés, comme c'est le cas, que ça fonctionne très bien. Donc, je ne vais pas rentrer dans la description de ce qui se faisait, que certains cornichons appellent l'initiation. On ne peut pas, ou on est initié à la naissance, ou on ne peut pas le devenir, parce que c'est un transfert d'informations, c'est une gestion du savoir qui est faite de quelqu'un vers quelqu'un d'autre, ce qui a été le cas de mon grand-père pour moi. Il a épargné mes frères, mais c'est comme ça. Il a été choisi, lui, il était 8 enfants dans sa famille, et c'est son grand-père qui l'a désigné, lui, pour transmettre, lui qui m'a désigné pour transmettre, ce que j'essaye de faire parce que le temps est propice. Donc, je reviens, quand on perçoit cette électricité, on se dit qu'il y a quelque chose qui devait récupérer l'électricité quelque part. Eh bien, ce quelque part, il est doublé, c'est le coffre. On appelle ça sarcophage, je l'ai dit lors de l'émission de vidéo dans Ici et Maintenant, ce qui veut dire en grec le mangeur de chair. Enfin, réellement, c'est le mangeur de la putréfaction, c'est-à-dire les cadavres. Or, il n'y a jamais eu de cadavres dans quelques coffres de grandes pyramides, entre guillemets, d'Égypte, que ce soit. C'était les choses à conserver, les choses sacrées qui étaient. Certains ont postulé au fait qu'il y avait peut-être dans ces coffres des outils à mettre en œuvre grâce à l'électricité. Je leur donne parfaitement raison, mais je ne donnerai pas ce que je sais qu'il y a eu. Et eux, ils continueront à supputer. Donc, parce qu'il y a des moments pour éclairer les choses. La réalité, c'est que dans cette salle, vous le verrez dans le film prochain, l'activité énergétique est déterminée par la pression du calcaire qui lui, s'enfle à la chaleur de ce calcaire sur la chambre haute de granit. Et conséquemment, le soleil, avec sa chaleur, dilate le calcaire qui fait pression. Et toutes ces choses seront expliquées et montrées grâce à la 3D et au talent de mes collaborateurs et amis dans le prochain film. Donc on ne se fera pas de soucis. Néanmoins, une partie est donnée dans le bouquin. Donc il y a une connaissance. D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la découverte, mais pas dans cette partie du monde, de piles, ce qu'on appelle les piles de Bagdad, alors que ça n'est pas à Bagdad. Bagdad, c'est le musée où ça a été exposé. Et donc ces piles sont faites à partir de bains acides de très basse qualité. Hein. On peut faire un différentiel acide avec une pomme de terre, d'ailleurs. Et donc cette pile, elle peut être réalisée à 10-12 exemplaires pour fournir une tension suffisante pour faire, par exemple, de la métalloplastie, parce qu'il n'y a pas de terme autre, c'est-à-dire recouvrir des objets avec des couches métalliques, dont l'or, dont l'argent, etc. Mais certains métaux ne peuvent pas faire cela. Ils sont nécessairement soit plaqués, et ils ne tiennent pas très longtemps, soit ils sont mélangés, donc, et auquel cas il faut une très bonne connaissance de la pratique métallurgique à l'air libre pour faire cela. Pas d'appareil, etc. Bon. Donc on sait cela. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont beaucoup, beaucoup moins connues, et je reviendrai sur ce par quoi j'ai commencé, puisque je termine avec. Chez les Étrusques, il y avait cette connaissance très approfondie. On a trouvé des cônes métalliques de cuivre tissé il y a longtemps, je ne sais même plus s'ils existent encore, à l'époque où j'allais en Italie quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années. Et ces cônes étrusques
avaient une particularité, c'est qu'ils étaient très très rougeâtres. C'est donc un cuivre qui a été choisi, qui n'est pas nécessairement facile à trouver d'ailleurs en Italie. Et à quoi servait ce cône pointu et assez grand, hein, puisqu'il dépassait 2 mètres en moyenne? Le plus grand que j'ai vu devait avoisiner 2,40 m, c'est-à-dire ma taille plus la longueur de mon bras. Eh bien, la réalité, elle est dite dans les textes anciens. Mais l'étrusque n'a pas fait l'objet de recherches lexicales, sémantiques, etc. Donc, je m'appuie sur ce que j'ai fait, moi, comme recherche. Et ça concernait des pratiques très périlleuses, à savoir, entre guillemets, des sorciers. Hein, je ne sais pas comment choisir, chaman n'a rien à voir avec cela. Le sorcier, il a, entre guillemets, pouvoir sur les choses, le chaman sur lui-même. Donc, c'est toujours un mixte des deux. Donc ça, c'est la sémantique générale dont un troll a prétendu tout à l'heure, ce que j'ai pu lire, que j'en serais l'auteur. C'est faux, c'est en général le baron Korzybski, et après c'est Van Vogt, créateur de la science-fiction américano-canadienne. Bon, on s'en fiche, parce que les trolls, comme je dis, racontent n'importe quoi. Et donc, ce cône, il servait à protéger la personne qui mettait en œuvre un processus dans lequel intervenait, devinez quoi, la foudre, c'est-à-dire une tension extrême. La foudre, on peut avoir 100 000 volts en quelques nanosecondes, et ça fournit une force de travail extrême. Peut-être ces gens-là avaient-ils compris la manière dont on conservait cette puissance pour la mettre en œuvre dans d'autres procédés. Donc cette chose-là, je sais qu'elle était pratiquée dans les temples d'Égypte parce que j'ai découvert par quels moyens ils captaient. Mais ils avaient une autre méthode qui n'est pas celle des cônes en cuivre tissé, mais comment dire, une ligne de cuivre qui descendait du haut des obélisques et qui arrivait jusque dans les temples dans des bains. Alors reste à savoir ce qu'il y avait dans des bains. Je rappelle quand même que si c'est un bain de mercure qui prend une décharge de cet ordre, la chose qui est dedans, le métal qui est dedans, est instamment et immédiatement transformé en gaz ou fondu, etc. Donc ce sont des méthodologies naturelles qui n'ont pas cours de nos jours. Pourtant, il faudrait regarder la nature telle qu'elle est. Les personnes qui aiment la mentalité, par exemple, de Nikola Tesla, devrait savoir qu'il a toujours fonctionné comme ça, sur l'intuition naturiste, et non pas sur l'intuition technologique. Il n'a fait que transformer en quelque sorte des intuitions sur les choses de la nature dans des processus technologiques. Tout ça pour pouvoir multiplier les choses. Donc, en effet, on a beaucoup de travail à faire dans le domaine de l'énergétisme à l'ancienne. C'est pas pour autant qu'on va pouvoir expliquer comment on monte des blocs de pierre de 400 tonnes, par exemple, comme dans le temple de la vallée, qui est surbaissé par rapport à la grande pyramide dite de Képhren, la pyramide médiane en réalité, au site de Gizeh. Vous allez découvrir énormément de choses dans ce film prochain, à savoir que entre la chambre haute de la grande pyramide elle-même, il y a des correspondances, des couloirs intellectuels, si je puis dire, primordiaux, qui permettent de comprendre qu'on pratique la même mathématique, qu'elle est unifiée et qu'elle est complète. Et dans ce sens-là, ça va être difficile de prétendre qu'il n'y a rien eu avant nous, comme le dit Pouillard, ce récupérateur, savoir d'autres civilisations, et le terme n'est pas. Moi, je dis très clairement, la civilisation était planétaire, elle était extrêmement évoluée au point qu'elle aura pu partir, seule ou avec des extraterrestres, sait-on jamais, parce que là aussi, je suis relativement bien renseigné, mais discret. Et donc, dans cette chose, l'important, c'est que nous découvrions ensemble les mêmes choses et au rythme qui convient pour ne pas que la civilisation soit bouleversée, catastrophée, parce qu'il y a de quoi, et qu'elle conserve son sang-froid et qu'elle puisse assimiler ces choses au fur et à mesure. Donc, j'ai déjà parlé des armes qui avaient cours il y a énormément de temps et qui ont toujours été utilisées et sont utilisées encore dans différents endroits, non pas de la Terre, heureusement, mais de l'espace. Donc, pour faire bref, j'ai essayé de parcourir cela et je conclurai en disant que c'était le travail de personnes qui n'ont strictement rien à voir avec les trolls et seulement statistiquement voir avec les scientifiques. C'était réservé, cette connaissance, exclusivement, non pas à des initiés, mais à des prêtres, c'est-à-dire une congrégation dont les membres se surveillaient les uns les autres pour savoir si les principes étaient bien assimilés, d'une part, mais étaient en quelque sorte assimilés
au point que la personne ne pouvait concevoir de se diriger autrement que ce qu'elle faisait, c'est-à-dire dans la vertu, dans la franchise, dans toutes ces choses qui nous manquent d'ailleurs beaucoup dans la science aujourd'hui. Il faut savoir quand même que 90% de l'effort scientifique est tourné vers l'armée. L'assuétude de la guerre est terrible de nos jours. C'est la même chose qu'avant, mais on ne s'en plaindra pas pour autant, parce qu'il faut faire avec, et c'est un moteur de civilisation malgré tout. Néanmoins, c'est assez pénible de constater qu'on ne fait rien pour les choses utiles, véritables, saines, etc., ou très peu. Bon, je clôt ici parce qu'il y a beaucoup à dire. Peut-être y a-t-il des questions. Oui, une autre petite question. Donc, il y a des questions aussi dans le chat qui sont aussi intéressantes, mais j'ai fait un programme, les amis, donc je vais prendre aussi vos questions et j'essaye d'éveiller aussi les personnes sur des choses très simples. Donc, la pyramide, moi, quand j'ai lu mes premiers livres il y a déjà 20-30 ans en arrière, un hélicoptère était passé par-dessus une pyramide et puis ils ont mis un pendule. Ils se sont aperçus que le pendule tournait, c'est-à-dire qu'il y avait un champ électromagnétique au-dessus de la pyramide. 10, 15, 20 ans après, j'achète un pendule chez la Dame aux Herbes à Niort et ils disent pour tester ton pendule, tu te mets au-dessus de l'eau, hein, un seau d'eau, et tu vas voir ton pendule va tourner dans un sens, hein, vers la gauche ou vers la droite, selon chaque individu. Et dans l'idée, ça te donnerait ta réponse négative hein, dans l'esprit. Peux-tu nous parler justement de ces ondes électromagnétiques dont on parle peu, effectivement, sur ces pyramides? Il convient de retirer le mot électromagnétique. D'abord, je conseille vigoureusement d'aller voir Gallica et autres fournisseurs de livres gratuits, surtout de livres anciens, donc Google Livres, parce que les classiques commencent par un thème qui s'appelle, si j'ai bonne mémoire, la Verge de Moïse ou de Jacob, plutôt. Il y a ensuite des tas d'ouvrages, notamment celui d'une femme qui est la baronne de Beausoleil, c'est son nom, ça sera facile à trouver. Et ce sont les gens qui s'occupaient de géologie, à l'époque où ça n'existait pas encore sous la forme disciplinaire, et de métallurgie surtout, qui ont fait cette découverte, semble-t-il, qu'il est très facile de trouver de l'eau ou des filons métallifères dans le sol grâce à des procédés complètement idiots en apparence, à savoir le pendule qui a été utilisé et qui apparaît directement dans les objets de l'ancienne, entre guillemets, Égypte, et dans tous les domaines. Alors, pourquoi je récuse l'expression électromagnétique? Parce qu'on a tenté, moi le premier d'ailleurs, à une époque où je faisais beaucoup ce genre de travaux, avec notamment des gens de l'Institut métapsychique international, dans des chambres isolées, c'est-à-dire des chambres à grille, pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette particularité, des chambres qui permettent l'isolement électromagnétique. On a utilisé tout à fait naturellement n'importe quoi, comme faisait mon grand-père. Il prenait n'importe quoi, une montre au bout d'une chaîne, c'est-à-dire métallique. Il prenait un caillou au bout d'un fil de laine. Il prenait tout ce qui passait sous la main pourvu que ça résiste au vent. Puisque c'est ça la première chose, c'est que le vent ne vienne pas perturber l'expérimentation. Donc dans ces chambres de basse fréquence, etc., le pendule fonctionne. Donc ça n'est pas de nature électromagnétique. Alors on a pensé que ça pouvait être la force de Coriolis. C'est possible, mais ça ne correspond pas puisqu'elle se développe dans un sens dans l'hémisphère nord de la Terre ou dans l'hémisphère sud de l'autre côté. C'est ce qui fait que les ouragans n'ont pas le même régime au nord et au sud et qu'il y a le calme plat en général à l'équateur quand on le franchit, notamment en bateau. Donc là, on est dans une situation où on semble détecter des courants qui ne sont pas électriques ou électromagnétiques, mais je vais donner une expérience que j'ai déjà montrée en conférence qui montre qu'il y a des forces que l'on ignore. Même les physiciens les plus pointus n'ont pas noté cela. Regardez cela, j'explique une fois de plus. Lorsqu'on prend des minéraux, les anciens nous indiquent ceci. Les minéraux, ils ont le sexe et la bouche partout au même endroit dans la masse même des minéraux, que ce soit des métaux ou n'importe quelle pierre ou cristal, la bouche et le sexe sont au même endroit. Et le développement est radial, c'est-à-dire ça part d'un centre
et ça va vers l'extérieur. La question que se posaient les alchimistes, qui eux étaient de vrais savants de la nature, c'est qu'est-ce qui oblige à aller d'un centre dont ils ne connaissent rien, puisque je ne sache pas que les atomes aient une cervelle pour penser où est le centre et où est l'extérieur. Donc c'est là, c'est cette organisation, cette force-là qui semble, comment dire, s'occuper de tout ce qui est directionnel. Je dirais un petit mot d'ailleurs. Vous connaissez cette chose que certains appellent improprement Magen David, c'est-à-dire deux étoiles ou une étoile concaténée de deux triangles, un pointe en l'air, l'autre pointe en bas, ce qui fait 6 pointes, etc. C'est un outil politique de notre époque, mais c'est surtout un condensé de connaissances pour les anciens. À savoir, il y a des choses qui montent de la terre, c'est la pointe en haut, et les choses qui descendent du ciel. Et c'est cette conjonction qui est utile pour les alchimistes. Et si on est attentif et qu'on médite petit à petit, on trouvera de quoi l'on parle. Il y a le nombre 7 qui intervient là-dedans, alors que 2, c'est le premier des divisibles. Le nombre 7, c'est un nombre qui n'est pas divisible, plus exactement, qui engendre des choses dans l'éternité. Je m'explique. On divise n'importe quel nombre par 7, le résultat est un irrationnel qui engendre une suite qui est toujours la même. C'est-à-dire 3 doublés de termes, toujours les mêmes, mais dans un sens qui peut être différent. C'est-à-dire, allez vérifier par vous-même ce que cela veut dire, vous comprendrez. Donc c'est un terme qui est éternel. L'autre étant divisé par 2, ça s'arrête là. Il sera obligé de se diviser de manière inconditionnelle. Pour les anciens, ça voulait dire qu'il y a des êtres quasi éternels et d'autres qui ne le sont pas, comme nous, qui sommes soumis à la division. Sans rentrer dans le détail, maintenant ce que je vais dire est d'une grande importance pour comprendre. La chose qui vient du ciel informe la chose qui est terrestre. Ce sont les énergies qui donnent la forme visible de ces choses-là. Mais rien ni personne, à part quelques, entre guillemets, initiés sur la planète, ne savent quelles sont les informations qui transitent par l'énergie. Donc je reviens sur cette chose-là, et toi tu vas me comprendre, parce que dans les Deux-Sèvres, où résidait ma famille en partie, eh bien, quand on met de l'eau de pluie ou de la rosée, parce que c'est un accélérateur de vitalité, la rosée, dans une dame Jeanne, c'est-à-dire dans une goutte de verre assez grassouillette, eh bien, quand on la laisse, il n'y a pas beaucoup de caves faites pour ça, mais quand on la laisse dans un endroit isotherme, eh bien, la dite rosée se transforme en une sorte de glaçon intérieur avec un centre très visible puisque tout rayonne de là. Il y a dans le monde minéral des choses qui ressemblent, la cassitérite par exemple, elle ressemble à ça. Ça sous-entend qu'il y a un centre actif qui donne des ordres et auquel l'énergie se plie toujours. Donc ça, c'est la continuité universelle, c'est l'intérêt de la chose. On ne peut pas être spolié en quelque sorte de cette chose-là, et quand on la connaît, on la met en œuvre. Et ce centre-là qui va à l'extérieur, c'est ce qui prédomine dans tous les minéraux. Quelquefois, ça ne va pas, c'est le cas par exemple de l'antimoine, il ne va pas vers l'intérieur. Il faut d'abord le purifier pour que ça se produise. C'est-à-dire que la quantité relative de cochonneries et de choses pures joue un rôle là-dedans. Il en va de même dans le genre humain. C'est-à-dire quelqu'un qui, comme les trolls, trimballe beaucoup de cochonneries alors qu'il pourrait être doué s'il les effaçait, et même être utile, ce qui est quand même son, son objectif, a priori, quand il vient sur Terre, eh bien, parlons de l'antimoine. Cet antimoine est informe, c'est-à-dire il n'y a pas de forme spécifique. Dès qu'on purifie l'antimoine, ce rayonnement dont je parle se manifeste. Ça peut se manifester dans le monde minéral par la stibine, c'est-à-dire un rayonnement direct de pointe qui ressemble d'ailleurs à ce qu'on trouve en Égypte dans les grands sites de temples, entre guillemets, c'est-à-dire d'études de la nature, et ça s'appelait maison de vie. En français, c'est de l'égyptien ancien, temperant, ça veut dire maison de vie directement. Mais ça se traduit en français par tempérance. C'est la qualité première que doit posséder le scientifique, c'est-à-dire toujours égal à lui-même. Moi, par exemple, quand on me parle des trolls, ça me fait sourire parce que ça ne me modifie en rien, ni mes méthodes, ni mon plan de travail, ni mes objectifs, ni quoi que ce soit. Donc, ce sont des gens que je considère, comme dans l'antimoine, être du superflu, de l'incapable, etc. C'est pour ça, j'allais te dire tout à l'heure, surtout n'enlève pas
les contributions hypothétiques des trolls qui attaquent sans cesse. C'est toujours un moyen de faire une réponse, au moins, qui sera utile et éclairante. Voilà. Et ça épure, si je puis dire, le milieu de la science. Donc, grosso modo, je vais revenir au sujet. Quelqu'un qui connaît ces choses qui forment la nature, qui comprend les processus, il peut se les approprier et les mettre dans un ordre différent de celui qu'utilise la nature. Bon, toi, tu connais peut-être moins mal que tout le monde les choses de la nature, puisque tu as orienté ton existence vers cette amitié, ce qui est une chose très bonne parce que c'est la seule qui sauve en vérité. Là, j'introduis ce qui va être la fin de notre exposé, hein, c'est-à-dire les moyens de vivre dans les situations de crise. Eh bien, dans la nature, les choses qui ont été transformées, modifiées, reviennent à leur état premier. Ça veut dire qu'il y a non seulement un courant formateur, mais un courant régulateur. Mais il y en a un autre qui est transformateur. Pour les anciens, c'était là 3 lois. Il n'y en avait pas d'autres dans leur science. La loi de création, la loi de maintien et la loi de transformation. Donc c'est une vision extrêmement simple, mais qui demande à l'individu humain de ne pas user seulement de l'intelligence, mais de l'intuition pour percevoir les liens entre les choses. Si on n'utilise pas la méditation, on ne verra jamais ces choses-là, parce qu'il faut le repos complet de l'âme, c'est-à-dire qu'il ne soit pas distraite par l'ailleurs pour avoir cette condition que la nature s'exprime directement dans l'individu. Après, c'est à lui de trouver les moyens d'exprimer la chose, de la mettre en œuvre. Et on voit que c'est exactement ça la science. On a l'idée d'une chose. Il y en a un qui en parle très bien, c'est celui dont j'ai fait mention tout à l'heure, c'est Henri Poincaré. Dans tous ses bouquins, il essaye de dire, sans intuition, le savant n'est rien. Il lui faut la culture derrière, il lui faut le background, comme on dit de nos jours, et pour cela, il était, comme j'essaye de l'être, quelqu'un qui s'intéressait à tout en même temps, c'est-à-dire aussi bien à la physique, aussi bien à la sémantique générale, aussi bien à la linguistique, donc à la géologie, toutes ces choses, à la médecine, quelle qu'elle soit, et toutes ces choses qui contribuent à se faire une idée synthétique des choses, et non pas analytique, et donc fractionnée. C'est peut-être en cela que réside la force d'ailleurs des polymathes, qu'on ne peut pas détrôner. Les polymathes, on les connaît, ce sont des gens comme Tesla, comme Léonard de Vinci, comme Isaac Newton, justement comme Poincaré. Et l'inverse exact du polymathe, c'est le voleur, menteur, etc., qu'est le troll. À savoir, s'il veut se montrer sous la figure d'Albert Einstein, je ne vois aucun problème, c'est la même chose. Voilà ce qui est dit. On passe à la suite? Oui. J'ai noté quelques questions pour te les partager à la fin. Alors, on va taquiner un petit peu. Donc, le langage des oiseaux, tu nous avais déjà fait part dans tes vidéos. Par exemple, le mot Dieu, tu l'avais décomposé, chaque lettre par lettre. J'ai pris des notes. J'aime bien prendre des notes, mais j'ai une bonne mémoire, mais pas suffisante encore. Je ne dois pas respirer assez de romarin. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, par exemple, le mot yoga, yug, le joug, parce que moi j'ai habité au joug, si tu veux. Et quand j'ai trouvé la racine du yoga, Y-U-2.G, youg, et le joug, ce fameux joug avec les deux bœufs, enfin, ce corps mental, ce corps physique. Et aussi, peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler du mot respiration? Qu'est-ce que ça, profondément pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, alors, pour yoga, il faut aller dans le langage du sanskrit, en Devanagari, pour voir la forme. Ce qu'on ne fera pas parce que je n'ai pas de quoi montrer la chose. Néanmoins, c'est un alphabet qui a 56 lettres. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir sous-entendre, mais on l'a en français, vous le verrez dans le film, le fait qu'il y a un rapport de 5, c'est-à-dire phi carré, et à 6, c'est-à-dire pi. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et donc, cette chose-là est explicite. Ce sont 56 lettres, dont la lettre Y, qui n'est pas censée exister à l'origine dans le grec. On s'en fiche parce que ça, ce sont des idées de non-voyants, de gens qui ne savent pas observer, mais on le trouve en français. C'est considéré comme une voyelle, c'est-à-dire un porteur énergétique, la consonne étant le porteur physique. Or, la forme est ternaire. Hein, donc, ce que je disais de tout à l'heure, 56, 5 fois 6, 30. Ce ternaire-là, il est inscriptible. Ça veut dire qu'il y a des informations d'espèce hermétique dedans. Donc, on va prendre la lettre Y.
On s'aperçoit en plus que dans notre alphabet, qui est très normalisé, qui est très, vous le verrez dans le film, hein, je donne un petit mot, puisque je dois expliciter les moyens de transmission, ça sera donné dans le film, et donné en 3D, et ce sera net et propre. Et on pourra attaquer tant qu'on veut, tant qu'on est troll, ça tient debout. Et donc c'est avant-dernier. Pourquoi? Parce que la prise de conscience de la chose Y est très rare dans le monde. Alors la forme, c'est d'abord une colonne verticale. Cette colonne, c'est à l'origine la lettre I, qui est la fondation vocalisée du Y. Et cette colonne, elle se dictote dans la vocalisation égyptienne et elle figure la colonne vertébrale. Ensuite, on a le V qui est ici. Et le V, c'est le V de ventre, c'est le V de vase, etc. Mais c'est la même lettre que le U. Le U, c'est la faction, la proportion féminine, la naissance, alors que le V, c'est la rétention. Bon, c'est la ligne, donc c'est l'entrejambe et le ventre. Ça, c'est une première manière de voir les choses. Mais c'est la deuxième qui nous intéresse parce que tu l'as mis en relation avec une discipline énergétique qui s'appelle yoga. Ça veut dire que la colonne vertébrale, elle est pénétrée de deux forces qu'on appelle des ruisseaux dans le contexte d'origine hindoue. Et ces ruisseaux sont polarisés. Il y en a un qui est masculin, l'autre féminin. Et ça se croise, ça se tortillonne, etc. En réalité, ça ressemble à un éclair, hein, pour être clair et précis. Et cela descend et ça monte le long de la colonne vertébrale. Et c'est cette chose-là qui, si elle est maîtrisée dans son expression, va permettre en très peu de temps de nettoyer l'organisme au complet. Ça, c'est comme si on remettait à neuf les processus cellulaires énergétiques d'échange. Donc c'est très intéressant. Néanmoins, le risque, c'est comme l'électricité, c'est pour ça que j'ai parlé d'éclair, on peut se foudroyer. C'est-à-dire, c'est pas ce qui foudroie, hein, seulement. C'est-à-dire, on fait sauter le caisson, littéralement. On peut devenir frappadingue, définitivement, schizophrène, c'est-à-dire séparation, tout ça. Mais la pire des séparations qui intervient, c'est dans le limbe cérébral, la partie centrale, et c'est la déconnexion des moyens du cerveau droit et du cerveau gauche. C'est-à-dire, d'un côté, on va être transporté dans un monde féerique qui n'a pas de sens du tout, et de l'autre côté, dans un monde où la peur domine. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui advient, pourquoi ça advient, comment, etc. Donc, ça fait véritablement deux types mentaux bien. Le deuxième est de beaucoup plus dangereux, puisque ça peut aller au suicide et au meurtre. Et vraiment, on ne va pas rentrer là-dedans non plus. Il est très difficile à soigner parce qu'on ne peut pas l'arrêter tant qu'on ne remet pas les connexions ensemble. Hein. Donc, ce n'est pas affaire de médication ni de ceci ou cela, il faut être capable. Ça, on peut le faire, mais la médecine ne l'acceptera jamais parce que ça dépasse l'entendement, littéralement. Bon, sans rentrer là-dedans, on revient. Donc, le Y, c'est la lettre emblème du choix. C'est-à-dire, hop, on peut choisir d'être cerveau droit ou cerveau gauche, mais ce qu'il faudrait, c'est être les deux pour restituer la colonne hermétique, le I de l'idéation, de l'intelligence et de l'information. Ça marche? J'espère que je ne vais pas trop vite. Je me tourne parce que je regarde plus souvent David que le public, de sorte que je vois sur son visage s'il y a possibilité de ralentir et de préciser. Donc la lettre Y, c'est celle-ci. Et on notera que la somme des nombres qui constituent son rang dans notre alphabet, c'est 25e rang, c'est-à-dire 2, le diviseur dont j'ai parlé tout à l'heure, et 5, c'est-à-dire le couple, c'est-à-dire 3 plus 2. 3 impair dit masculin, 2 dit féminin et pair. Et la somme est 7, et là, le 7, c'est un nombre premier, par conséquent, il est dit stérile. Et on voit que ces choses-là, qui ne sont pas admises par le monde savant, ce sont des modalités de transmission qui se connaissent et se reconnaissent à travers le temps et l'espace, sans aucun doute, puisque la numération et son expression, c'est chose indépendante. Lorsqu'une chose exprime le nombre 7, c'est invariablement ce qui a été transmis emblématiquement. Voilà. Je rappelle que 7, si on emprunte sa forme graphique, pour les anciens, c'est la faux de Saturne. Et ils considèrent que Saturne est la 7e planète, entre guillemets, de leur astronomie qui est conjointe à l'astrologie. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est pour le Y. Pour le O, c'est de l'eau.
littéralement de l'eau, le liquide, parce que l'être humain est formé jusqu'à 80% de liquide. Donc, c'est également la totalité et l'énergie solaire. Donc, on voit que là-dedans, le 7 que j'avais juste à présent donné, on le retrouve dans la lettre G, qui est au 7e rang de notre alphabet, mais au 3e rang de l'alphabet grec, avec le G en devant, etc. Donc tout cela, ce sont des codes, ce sont des lettres emblématiques dont la possession n'avait pas, avant moi, été offerte au public. Maintenant, on a assez de vertu dans le peuple, je dis dans le peuple, c'est-à-dire pour vous, pour aller rechercher là-dedans, prendre des notes. Je me souviens, et j'espère qu'elle écoute, sinon tant pis, avoir reçu d'une institutrice charmante, très gentille, vraiment brève dans son courrier, pardon, qui me disait, voilà, j'ai trouvé une structure dans l'écriture de l'alphabet français, chose que évidemment je connaissais depuis mon premier âge, et je n'ai jamais eu le temps de la remercier parce que j'ai égaré malheureusement dans un déménagement son courrier. Donc j'en profite et pour l'hommage, je dirais, par reconnaissance, j'ai mis ça dans le film. Donc vous découvrirez la structure non seulement des lettres majuscules, dites capitales comme je suis en train de montrer, et la structure. Par exemple, pour le G, la lettre capitale, c'est une partie de cercle et une partie de, je le mets à l'envers, et une partie d'équerre pour faire la lettre G capitale classique dans ce qu'on appelle la fonte Elzévir, qui est le premier à traduire du grec ancien en grec contemporain dans le monde de la typographie. Bon, eh bien, le O, il a toujours été le même, et c'est intéressant de savoir que le O, c'est l'indice de la géométrie de la mathématique complète. Pourquoi? Parce que dans le O, le cercle, tout ce qui est présenté dans le cercle est égal à lui-même. Le centre, aussi que cela paraisse, est considéré comme égal à la périphérie. Tout ce qui est dans le cercle, donc, le reste sont des lignes égales. Que ce soit les diamètres ou les rayons, ce sont les mêmes lignes. Après quoi, on a des lois générales qui sont imprescriptibles, on ne peut pas les changer, et c'est très bien. C'est l'indication que tout cela est régi, tout, je dis bien, le haut, par des règles intangibles, immarcessibles, qu'on ne récupère qu'à force de silence corporel et intellectuel. C'est-à-dire quand c'est pourquoi il est bon de commencer quand on est enfant, cette discipline. Sinon, après quoi, c'est le bazar permanent. Les penseurs de nos jours, ce sont des gens qui sont incapables de faire le silence de la pensée. Donc c'est très important. Le silence de la pensée, c'est le silence que pratiquent les végétaux, les minéraux. Il n'y a que les individus humains qui sont obnubilés par l'orgueil de l'intelligence pour ne pas savoir que c'est là que se situe la connaissance. Si on n'a pas le vase, donc comment dire, ce que je décrivais tout à l'heure, eh bien, on ne peut pas laisser la place pour que l'intuition arrive. Donc, c'est une erreur. On occupe une place divine. Rendez-vous compte? C'est comme si sur le parking, on disait, bon, on va utiliser systématiquement la place réservée aux handicapés parce qu'au moins là, on est tranquille, on a toujours notre place. C'est du même ordre. C'est une bêtise, sans plus. Donc, je continue. Nous avions donc Y, O, G. Maintenant, le A, c'est la première lettre. Ça veut dire qu'au terme de la pratique yogique, qui consiste aussi à faire le silence intérieur pour récupérer l'ordre initial, la lettre A, c'est la montagne avec ses neiges éternelles. Le triangle dont j'ai parlé, qui vient du sol. Ça veut dire sous-entendu qu'on s'élève par cette pratique, qu'on devient pur comme la neige qui est au sommet et solide comme une montagne, etc. Ce sont des affinités sémantiques classiques qu'on récupère simplement graphiquement. Et en plus, on est complet grâce à la nature même du yoga, qui est le feu intérieur, qui se trouve capable d'être extériorisé. J'ai déjà abordé ces sujets-là, non pas avec le yoga seul, mais parce que avant le yoga, c'était la pratique douce et plutôt féminine, c'est-à-dire qui s'adresse à l'anima même chez l'homme, des arts martiaux, c'est-à-dire des arts de grande capacité de contrôle de soi. Ça ne veut pas dire être rigide, etc. Ça veut dire qu'au bon moment, au bon endroit, la chose utile est appliquée. C'est la science d'ailleurs. Eh bien, j'avais dit, les pseudomètres du jour font les mêmes erreurs depuis à peu près 60 ans, à savoir qu'ils pratiquent, et ils engendrent un sport et non plus un art, donc ils sont dans l'erreur.
et parce qu'ils veulent vaincre. On ne peut pas vaincre quelqu'un en face si on n'est pas soi-même vainqueur de soi-même. C'est ce qui est dit sous-entendu. Et dans les arts martiaux, ces braves gens, les maîtres, ils meurent pratiquement tous de maladies informes, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de visage autre que ceux qu'ils présentent eux-mêmes. Toutes les variétés de cancers. Ça va du cancer des testicules, mais je ne citerai pas de nom, hein, rassurez-vous, mais j'ai étudié la chose de près. J'ai eu moi aussi, comment dire, l'honneur et le privilège d'aller en Chine et au Japon et en Inde et tout cela pour la pratique. Et donc j'ai vu que les mêmes choses sont arrivées dans ces pays. Au début, en Chine, c'était pas de la tarte, hein, puisque personne ne parlait l'anglais, ni le français, etc. J'ai appris simplement à l'observation et à la rectification qui était faite directement à même la bête. Bon, petit à petit, on s'aperçoit que tout émane non pas du mental, mais de l'âme elle-même. C'est elle qui est rapide, qui est sûre, etc. Elle sait. Donc, pour résumer, le yoga et la purification ont toujours, comme les arts martiaux, la même fonction. C'est supprimer la partie matérielle qui empêche l'information de se manifester directement dans l'être par des voies qui sont purement intuitives et de faire le bon geste, le geste juste, etc. Pour vous dire, l'art médicinal était de même espèce. C'est ce qu'essaye de transmettre d'ailleurs Hippocrate dans le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire que le médecin, il ne doit avoir dans son existence qu'une vie frustre, détachée du monde humain, matériel et surtout mondain. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fréquente pas, il n'aurait pas d'utilité sinon. Mais son intuition de médecin va aller au-delà de son savoir et mettre en œuvre son savoir. Donc là, j'émane directement dans la question posée, à savoir qu'au-dessus du Y, il y a l'intuition de la nature, qui est dite divine dans certains contextes, et il y a l'intuition interne, c'est-à-dire ce que l'âme va mettre dans sa mémoire qui n'a pas de dimension, qui est gigantesque même, tout ce qui est nécessaire de savoir pour une pratique, c'est-à-dire réservé dans un cadre. Par exemple, le peintre, on ne lui demande pas de peindre la totalité de l'univers, mais de peindre dans un cadre. L'âme, c'est son travail. L'intuition divine, c'est la totalité de l'univers dont on ne sait ni le début, ni le milieu, ni la fin, ni les dimensions, qui contribuent. C'est autre chose. Mais là, on est dans un autre référentiel. Néanmoins, le référentiel semi-humain, puisque à l'époque d'Hippocrate encore, on disait qu'un médecin qui était capable de cette réalisation-là était comme un demi-dieu, eh bien, ce résultat était obtenu par le caractère frustre de la nourriture, le travail en conscience, etc. On est très loin de nos jours de l'industrie de la médecine. Je rappelle que si vous avez bien compris ce que j'ai dit antérieurement sur la médecine, il y a le remède, c'est le médecin qui en prend la responsabilité, qui souvent le fait ou le donne à faire par quelqu'un de l'art, mais ça n'est pas un médicament, c'est-à-dire un truc fait industriellement et allons-y, c'est parti, comme le vaccin d'ailleurs. Donc, il faut bien faire attention à ne pas se tromper de médecine et pseudo-médecine, de la même manière qu'on ne se trompera pas, ce que je ne fais jamais, entre un authentique scientifique et un pseudo-scientifique. Je prendrai, et je vais le nommer, le cas de Thomas C. Durand, qui n'est jamais sorti du rang des scientifiques parce que tout étant possesseur d'un doctorat en biologie végétale, il s'imagine qu'avoir eu un doctorat, ce qui est déjà pas mal pour un début, ça lui permet de comprendre mieux et plus que tout un chacun. C'est entièrement délirant. Chaque chose qu'il pense comprendre, j'affirme qu'il ne comprend pas, même dans le monde végétal. Sinon, il y a longtemps qu'il se serait débarrassé des études et qu'il serait dans la pratique. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Ce que je veux dire, qu'il y a de la science et de la pseudoscience. Et que ce sont les scientistes et ceux qui pratiquent une pseudoscience qui entrent en combat et qui font une police de la pensée contre des gens comme moi, alors qu'ils ne connaissent absolument rien de ce que j'ai pu connaître grâce à cette transmission. Donc ces gens-là, j'aimerais bien les entendre ici, c'est-à-dire chez David, qui va me transmettre leurs questions. Essaye-tu du moins, s'il te plaît. Alors, j'avais une autre petite question, donc là, une personne qui demandait tout à l'heure, je ne sais pas si tu as vu ça, c'est Rock Soccer qui a fait une vidéo avec des théories récentistes par rapport aux pyramides qui seraient nées pour lui vers le 12e ou vers le Moyen Âge. Qu'en penses-tu? Peux-tu nous expliquer ta façon de voir ça?
Alors, il me semble que ces choses ne sauraient tenir un instant, comme je l'ai dit. L'analyse réellement technoscientifique permet de mettre un terme à ces délirances, ce que j'appelle des délirances, c'est-à-dire ça part dans tous les sens, mais aucune preuve factuelle ne vient étayer ces prétentions, ces allégations. À savoir qu'on a trouvé un morceau de métal qui était encastré dans la pyramide. C'est-à-dire ça n'était pas posé quelque part, mais c'était entre des... Voilà. Et ce métal, à l'analyse, on a plusieurs modalités d'analyse véritablement matérielles, physiques, et voire physico-chimiques. Ce métal a été daté avec assez grande précision, et ce métal ne va pas du tout dans le sens des récentistes. Le fait est, c'est que les récentistes, n'étant pas réellement scientifiques, confondent plusieurs choses, comme les trolls d'ailleurs. Ils pensent que parce qu'une chose est cohérente et logique, qu'elle est vraie. C'est entièrement faux. Seule la nature bien considérée peut le dire. C'est-à-dire qu'il faut que la chose soit correspondante à notamment un contexte. Et là, on rentre dans une autre catégorie de choses bizarres à laquelle je me suis intéressé très jeune, hein, vers 12-13 ans, par nécessité, ce que j'ai appelé, moi, à l'époque, des technismes. On en a parlé tout à l'heure pour l'électricité dans l'Antiquité, à savoir, il y a des problèmes de contexte. Pouillard, la tarte à la crème, maintenant, c'est l'objet d'Anticitaire, a montré, enfin, il a volé, si je puis dire, des images et des textes à d'autres, parce qu'il est incapable de faire une production de par sa pensée, son observation et éventuellement sa méditation. Cet objet, pour lui et pour d'autres, serait un ordinateur antique. C'est totalement délirant et stupide, et je le démonte entièrement dans certains articles. Donc il m'a volé d'ailleurs un article de 29 pages sur le sujet, et il n'en a retenu que ce qui pouvait attirer le public vers ces cochonneries. Donc là, les récentistes, il faut les laisser développer tout le reste et les conséquences de la chose. Pour moi, ce sont des gens qui ont charge de faire se perdre les oiseaux. C'est-à-dire, la séduction qu'ils exercent peut faire que des gens s'intéressent à leurs allégations, qui ne sont que cela. Il n'y a pas de preuves matérielles associées. C'est comme les ovnis. On voit beaucoup de films vidéo d'ovnis, on voit des images. Ça, sans contexte, ça n'a malheureusement aucune valeur. On ne peut le considérer que comme un adminicule, c'est-à-dire comme élément qui peut être un appui pour une allégation vérifiable technologiquement. Donc ces choses-là, je les laisse au bout de ma canne, comme on dit chez les vieux. Alors, je te dis que là, on doit être à peu près à 11 heures. Hein, je ne sais pas si tu as l'heure, tu regardes. Et que si on doit donner un terme, il faut choisir les dernières directions de notre propos. Oui, là, j'ai encore quelques questions qui Oui, ouais, vas-y. Pas de troll en ligne? C'est vrai, ça m'étonnerait. Non, il y en avait un qui avait limité ton nombre. Je vais laisser 10 minutes. Ça vaut pas la peine. C'est pas intéressant. Moi, j'aimerais, donc j'ai les questions là pour faire une autre vidéo, mais j'aimerais que tu me parles, parce qu'on est dans la même région, que je suis dans la même région, le même département, au cœur du Poitou que ton papy. Et il y a les marais poitevins qui sont la première zone de France avec la plus grande diversité ornithologique. Donc, les oiseaux, à l'évidence. Plus de 150 espèces d'oiseaux et 150 espèces qui nidifient chaque année. Et, maintenant, ça doit dater de 10 ans, à peu près, les informations dont tu disposes. On est à plus de 340 espèces d'oiseaux, en comptant évidemment les oiseaux de passage, etc., mais les oiseaux résidents et les oiseaux intermédiaires, c'est-à-dire qui sont de temps à autre en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année, voilà. Donc, si je devais considérer la chose sans vous le dire, vous faire un piège, je pourrais commencer par l'alouette, qui est l'oiseau qui est le plus rare dans ce département, mais parce qu'il ne fréquente pas ce type d'environnement. Lui, l'alouette préfère les endroits, comment dire, pas déserts, mais presque, c'est-à-dire les champs lorsqu'ils sont en labour. Et tu connais peut-être la particularité de l'alouette, dont le nom est la traduction de son fonctionnement. L'alouette, c'est un oiseau qui bat des ailes et qui s'élève en frétillant comme ça vers le haut. Et qui est seulement quand elle est en haut, elle commence à chanter. De ce fait, quand on connaît ça, on regarde et on la voit toute petite dans le ciel. Hein. Vraiment, quelquefois, c'est inférieur au millimètre. Elle est à 100 mètres d'altitude. Généralement, c'est plutôt à 30 mètres qu'elle commence parce qu'elle est de plus en plus fatiguée, la pauvre. Alors, si j'ai commencé par alouette,
ce qui est une chanson enfantine, Alouette, je te plumerai. Eh bien, écoutez, le sens de cette chanson enfantine, c'est que l'alouette, c'était le nom qui avait été donné au langage des oiseaux chez les paysans de cette région-là du Poitou. C'est parce que ça commence par la lettre A qui montre le ciel, que l'alouette, elle s'élève. C'est le sous-entendu, l'être humain doit faire comme elle. Pour voir le contexte dans lequel on a deux possibilités. Soit parcourir le monde dans son horizontalité, comme les aristotéliciens, soit s'élever dans le ciel pour voir la totalité et ses rapports selon les platoniciens. Vous voyez? Et c'est pourquoi il y a deux barres sous le triangle du A. C'est-à-dire de la trinité originelle naît la dualité. Celle qui, avec une grosse barre épaisse, c'est-à-dire solide, va considérer dans l'écriture, dans la graphie ancienne, c'est-à-dire le plein et non pas le délié. Le plein va être consacré à la compréhension matérielle à la manière d'Aristote et des scientifiques pseudo-aristotéliciens du jour, ils le sont tous. Et l'autre, la chose fine qui demande de la finesse, justement, ça va être la barre consacrée au platonisme. Voilà. Quant au triangle, ça veut dire que c'est d'origine divine et ça va vers la transcendance. Dans transcendance, il y a tri. Hein. Donc, avec l'alouette, on voit ça. Et la deuxième chose bizarre, c'est que on devait prononcer moderne luette, qui est une petite suspension qu'on trouve. Si tu connais Dampierre le château, tu connais le château de Dampierre, tu verras la galerie haute, il n'y a que des caissons. Il y a 93 caissons qui sont proposés. Ce sont des caissons hermétiques, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier venu qui va. Voilà. Eh bien, il y a ces luettes-là qui sont des pendentifs qui tombent. Et il y en a autant. Reste à savoir que quand même, 93 pendentifs, c'est la lecture de 39 de manière hébraïque, si je puis dire. C'est-à-dire, on tourne le 16, ce sera lui 61, etc., etc. Et toutes ces choses-là ont un sens. Et donc, dans Alouette, la luette, c'est cette chose, ce pendentif-là, qui modifie la prononciation, la vocalisation. Si on prononçait correctement de nos jours, on dirait alouette, mais avec un U seulement et non pas le OU. Par exemple, en espagnol, on écrit aluette et ça se prononce alouette. Donc cette luette, elle a une chose très importante pour elle, elle est chargée de percevoir les vibrations qui viennent du dedans et celles qui viennent du dehors. Parce qu'on va se dire, mais la luette, à quoi ça sert? On va vous dire, artificiellement, c'est pour séparer la salive, par exemple, qui va dans l'œsophage, de la respiration et de ce qui pourrait aller avec, qui va, dans les, dans les poumons, des choses comme ça. Ça n'a pas lieu d'être. C'est un récepteur énergétique. Donc, on voit que la notion de yoga aussi doit être considérée là-dedans. Et maintenant, c'est la chose qui est considérée d'un point de vue cryptique. Il y a E et deux fois T. Donc ce que je viens de dire sur le E et se retourne là aussi. Est-ce que ça marche? Je ne vais pas trop vite. Donc on a une partie, c'est Al qui est A, c'est-à-dire le compas, et L, l'équerre, qui montre qu'on a affaire à quelque chose qui est organisé par la divinité, dont c'est le nom, Al. Donc, le courbe commence de générateur avec le compas, le A, et la lettre L au 12e rang. Ça sous-entend un zodiaque, etc., etc. Et lorsqu'on voit le A, c'est la première lettre, ça sous-entend il faut se rappeler de l'unité et du fait que si on retourne vers le haut, on va trouver le point originaire, c'est-à-dire la divinité elle-même. Je tâcherai de... Tu as combien de temps à m'accorder maintenant? Oh, on a encore un... Alors, il y en a un qui dit, Alexis, il dit non dans transcendance. Il y a trans en latin qui veut dire passer à travers. Très rapide. J'ai dit dans trans, il y a trois, parce qu'il y a trois moyens. Dans la transcendance, il faut partir d'un point, il faut franchir un seuil et aller dans un autre. Donc, non, mais Alexis Sédou, ça ne m'étonne pas. Sauf que Alouette, on s'en fiche, puisqu'il croit que les langues sont séparées par les comment ça s'appelle déjà? Par les montagnes des Pyrénées. Non, ça, ce sont des gens incultes de ce dont je parle. Moi, je parle du sens originel qui a été donné par les créateurs de l'écriture, du langage. Lui, il parle de ce qu'il a appris. Moi, je parle de ce que j'ai reçu. C'est très différent. Pierre philosophal, tu veux bien faire paraître encore cela?
Oui, c'est les derniers sujets. Donc, la pierre philosophale, est-ce un travail sur soi? Et ensuite, le dernier sujet qui sera la discrétion en temps de guerre. D'accord. Bon, Alexis, c'est doux, ça n'est pas dur, on ne va pas le marteler maintenant, on se perdrait son temps. Si monsieur veut croire ce qu'il veut croire, il n'y a aucun problème. C'est ça la liberté primaire. Il peut croire tout ce qu'il veut. Si ça vient de trans en latin, je dirais les latins ont emprunté aux grecs et les grecs, etc., etc. Et on retourne à la langue primaire dont je parle moi et pas lui. Donc, c'est même pas la peine d'en discuter. Donc, on va terminer avec Alouette. Dans Alouette, il y a la première partie du mot divin des Arabes et des musulmans surtout, Al. Et après, il y a Et, E-T. E, c'est l'énergie libre et T, ce qui la fixe. Et l'inversion. Donc, ce que j'ai expliqué sur la nature tout à l'heure, c'est cela. C'est cette espèce de chose qui commute et qui est justement l'intérêt de la chose. Par exemple, on ne peut pas faire chanter une alouette au sol. Il y a d'autres expressions que devrait connaître M. Sédou avant de parler, c'est qu'on appelle la chanson dont j'ai parlé, Alouette, je te plumerai. Pour faire du pâté d'alouette, il faut plumer nécessairement l'oiseau, c'est-à-dire en connaître les plumes. Or, la plume était utilisée non pas seulement pour l'écriture, mais également pour ramasser les poudres très fines. La poudre d'or, par exemple, si c'est de l'or martelé, pour la ramasser, tu sais, quand elle tombe sur du granit, c'est impossible. L'or reste littéralement collé au quartz, puisqu'ils sont collègues. Donc, ce sont des choses que si M. Sédou ne connaît pas, il n'y a même pas l'utilité de faire attention à ce qu'il dit. Balance les dernières questions parce que j'ai l'intention d'être plus long que d'habitude sur la Ouais. fin des choses. Merci. Alors, ben, par rapport juste. Tu peux me les donner à lire parce que je suppose que les gens. Hop, pardon, excuse, j'ai coupé ton micro. C'était la pierre philosophale, ça c'était un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est un travail sur soi. Et J'en suis bref, c'est bon, c'est bon. Je vais expliquer. Pour être philosophe de la nature, c'est-à-dire alchimiste véritable, et non pas genre ce qu'il y a de nos jours, je dirais pas Burenstenas parce que ce serait lui faire du tort, ou feu Patrick Rivière, mais il faut le dire. Il faut être à la fois alchimiste dans le sens raide du terme, c'est-à-dire un grand connaisseur de la nature et des choses métalliques et minérales, parce que ça se tient là-dedans le secret. C'est par le début, par le commencement. Pourquoi le métal? Parce qu'en grec, méta, ça veut dire au-delà, et hélion, différent, propre possibilité de changer. Alion, par exemple, dans halogène, ce sont des étrangers, des gens qui sont au-delà d'eux. Sans rentrer dans le détail, donc, on est obligé d'en passer par là. De toute façon, les vraies religions ont transformé la pratique alchimique, la pratique donc à la tanore, au fourneau, à la rosée, toutes ces choses-là, en rite qui représentent des choses qu'ils ne savent plus faire. Bon, on ne va pas aller là-dessus, mais ensuite, il faut être astrologue, parce que c'est le ciel qui décide de la canonicité de l'opération qu'on va mettre en œuvre. Et on le sait depuis Heisenberg et Pauli, nous, l'expérimentateur, on fait partie de l'expérience. Si on n'est pas mage, c'est-à-dire qu'on n'est pas parvenu à connaître le taux d'énergie vitale en nous-mêmes et sa coloration, qui est due au ciel, on ne fait rien de bon. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est dominé par Mars, c'est-à-dire la volonté, il veut faire la pierre. Il va trouver un problème parce que Mars va l'empêcher de travailler à cause du travail excessivement martien qu'il va opérer sur des minéraux dont il ouvre l'enveloppe pour atteindre à l'âme, de la même manière qu'on plume l'alouette pour avoir le pâté. Donc, ça va, je m'exprime de la manière des anciens. Je te donnerai quelque chose que je disais en cours il y a 25 ans, 30 ans, et que me disait la manière des anciens, on ne peut pas la transcrire de nos jours. C'est vrai, et je vais donner un exemple. Mon grand-père me disait, en patois vendéen, que tu dois connaître un petit peu, hein, tu sais qu'il y a encore quelques vieillards qui parlent le patois vendéen, c'est assez étrange et rigolo, il me disait, à l'époque, dans la Venise verte, hein, dans la zone en question dont tu parles, donc la Sèvre niortaise, il y avait donc un contrôleur de l'État qui était donc un garde-chasse et garde-pêche en même temps. Bon, il est décédé, je ne sais pas, il y a 35 ans, enfin, et ça n'est plus la même gestion. Eh bien, il disait les choses de telle manière qu'on ne peut pas les transmettre par l'écrit, seulement par la voie orale. Et c'est bien ça la différence entre ce que va soumettre M. Sédou et ce que je vais soumettre. Il disait,
je vais pas imiter son accent qui était terrible. Il disait, les gens sont gentils avec moi et ils m'invitent souvent à manger. Comment dire, ils m'inviteraient souvent pour me donner à manger. Et il laisse un temps, 3 à 4 secondes, et il ajoute au chien. Tu vois, donc, ce n'est pas du tout l'idée qu'on en a au début de la phrase. En Allemagne, par exemple, l'allemand, c'est pareil. Tu mets le verbe à la fin. Comme dans le grec archaïque, tu mets en chinois archaïque, c'est pareil. En égyptien, c'est pareil. Pourquoi on met le verbe à la fin? C'est que l'action, c'est-à-dire le temps de l'action, la nature de l'action, la durée de l'action, tout ça est au dernier moment. Tu ne peux pas couper la parole à ton vis-à-vis grâce à cela. Donc, pas de Monsieur Sédou, ni de troll dans cette chose-là, pas de journaliste et tout. Donc, c'est bien important. Donc, si je résume, il disait, les gens sont tellement gentils avec moi qu'ils m'invitent beaucoup et aimeraient me donner à manger. Donc, on reste sur cette idée que les gens sont gentils et qu'ils l'invitent à manger. Et après, quand il dit au chien, on retourne l'action totalement. C'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure par cette polarité qu'on trouve, c'est le mécanisme même de ce qu'on trouve sous le nom d'anaglyphe. Dans l'hiéroglyphie ancienne, la partie anaglyphique, il n'y a que Champollion qui s'intéresse. N'allez pas chercher un développement par tel ou tel linguiste. Ils ont dit Champollion, c'est un taré, il ne sait pas de ce qu'il dit. Bon, sans rentrer davantage dans le détail, je pourrais en citer d'autres comme ça en quantité industrielle. Je citais même comme exemple, et par écrit celui-ci, on peut le faire, mais c'est simplement ce qu'on entend qui prévaut. Mon grand-père me disait à propos de la langue des oiseaux, Pinisho kainishba et Kuku nishnioniba. Comment tu traduis ça? Eh bien, c'est simple. Pi, niche, haut, quand je découpe. Pi, niche, haut, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu te dis, c'est quoi ça? La pi niche en haut, tu le sais, ça. Elle niche avec des gros nids noirâtres en haut. Ce sont des branchages et non pas des. Voilà. Ça, c'est la pi. Et elle représente Mercure parce qu'elle est la couleur emblématique blanc et noir et qu'elle est prétendue voleuse à cause de cela. Donc, on donne un accoutrement à tel oiseau. La pie, elle aime bien tout ce qui brille, nous sommes d'accord, mais ce n'est pas pour autant une voleuse, elle ne s'approprie pas. Quoique dans des nids de pie, on trouve des bijoux. Et des bijoux qu'on croyait volés par des. Bon. Ensuite, Pénichos, c'est bon. Caille Nishba, parce que la caille, elle est au sol, avec des herbes qu'elle entrecroise, qu'elle mélange quelquefois avec de l'argile, elle se fait un nid. Elle met des plumes à elle et ses collègues, et les œufs, on les trouve au sol. Donc, si on ne fait pas attention, qu'on marche vite sans regarder, on écrase les. Voilà. Donc, Pinicho Kai Nishba, c'est résolu. Maintenant, Kukuni Nishnioniba, c'est-à-dire qu'il n'a pas de nid en l'air, ni en bas, ni même au milieu, puisque le coucou, sa particularité, c'est de nicher dans le nid de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, voilà. Alors, je te le redis d'une autre manière. Piaoni Kayabani, coucou Nani Oni Libani. C'est du français pur, il n'y a rien à redire. Mais ce que je viens de t'expliquer, c'est Piaoni, la pi a un nid en haut, Kayabani, elle a son nid en bas, et coucou Nani Oni Libani, c'est la même chose, il n'a ni haut ni bas, parce qu'il va nicher chez d'autres. Généralement, il vire les œufs de son hôte, il n'en laisse qu'un qu'il va bouffer après, lui donner à bouffer à ses. C'est bien, hein? Donc ça, c'est la langue des oiseaux. J'avais fait un article assez considérable dans la revue que j'avais appelée Miscellanée hermétique. Et j'expliquais que les Templiers, par exemple, qui n'étaient pour la plupart pas capables de lire ou d'écrire, se disaient les choses comme ça du point de vue militaire. Par exemple, aller à la manière du corbeau. Les corbeaux n'attaquent jamais seuls. Ils sont toujours en bande et ils tournent comme les trolls autour de l'objectif. Ils piquent, ils s'en vont, ils piquent, ils s'en vont, etc. Donc, les trolls, ce sont des corbeaux. Et vous savez qu'il est la femelle du corbeau? C'est pour rigoler, c'est la corbeille. Hein? Je disais ça quand je présentais El Condor Pasa en scène, je disais, mais le condor, c'est pas ça. Hein? Voilà. Alors, La femelle du condor, c'est la chambre à coucher, parce que c'est la condor. Hein, tu vois? Donc, c'est une manière d'expression qui est extrêmement riche. C'est pour ça que je dis aux trolls qu'ils perdent leur temps, parce que l'éristique, qui est la base de la philosophie des anciens, qui devait combattre contre tous les mécréants, les stupides, les incultes, etc., pour garder aussi pure que possible la philosophie hermétique et ses moyens, le but qu'elle veut avoir, eh bien, ces choses-là, ils ne sont pas de ce niveau-là. Donc, ils vont se faire voir ailleurs. Allez, dernière question, parce que je crains que là, on excède les possibilités. Alors, le dernier sujet, c'est l'expression que l'on doit avoir
de guerre. Non, je vais te poser la dernière question, mais qui sera une sorte de mitraillette. La Grande Pyramide est-elle le cœur de quelque chose de plus grand? L'or monoatomique est-elle la pierre philosophale? Et que penses-tu du Gigantoraptor? Attends, je remets le son. Alors, pour la Grande Pyramide est le centre géométrique de la Terre et le centre énergétique. Mais je n'ai pas le temps d'aller au-delà. Néanmoins, ce sera dit dans le prochain film et en partie dans le livre et comment dire, les revues, les livrets. Pour ce qui est donc de la pierre philosophale, non, c'est un métal non-métal à l'origine. Donc, il va falloir trouver un intermédiaire qui agit dans les deux domaines. On pourrait dire, si on voulait jouer au chimiste, il y a des métalloïdes et des métaux. Ça n'est pas le cas. Il est tout ce qu'est le métal et le minéral en même temps. Il a été appelé antimoine parce qu'il n'a aucune forme spécifique. On peut trouver de l'antimoine gris, bleuâtre, jaunâtre, rougeâtre, etc. Donc ça, mais il faut être habitué à le regarder à la lumière du jour. Je vais donner un petit exemple. Lorsqu'on va en Égypte, on ramène de l'antimoine cru de là-bas, parce qu'il est très difficile d'avoir autre chose. Et cet antimoine, il faut le regarder à la lumière du jour. Je vois des gens, toutes les fois que j'y vais, qui se font arnaquer parce que ils regardent du sulfure de plomb qui ressemble à l'antimoine, à s'y méprendre, mais il suffit d'aller à la lumière du jour, donc on n'achète pas ça la nuit, pour se dire ça ne peut pas être de l'antimoine. Il y a plusieurs caractéristiques qu'il faut récupérer dans les bouquins anciens, parce que je sais que, par ailleurs, c'est un poison, donc il faut faire très attention. Ils l'ont appelé mercure parce que le mercure, c'est un poison vicieux qui s'attaque à l'intérieur génétique des personnes, ou même à la cervelle. Dans la cervelle, comment dire, le mercure, il s'associe fréquemment à l'aluminium. Donc il faut faire une chélation ou éventuellement s'abstenir de tout élément aluminium qui pourrait toucher la nourriture. Bon, voilà. Sinon, c'est Alzheimer. Hein, qu'est-ce que vous dites, de qui on parle? Donc, la dernière question. Donc. Oui, c'était quoi ce Gigantoraptor? Que penses-tu du Gigantoraptor? Après, il y en a qui demandent Pardonne-moi, mais il faut que tu retournes à un micro capable. Je ne comprends rien. Ça dérape dans tous les sens. Qu'est-ce que tu l'affiches oui. Qu'est-ce que penses-tu du Gigantoraptor? Je ne sais pas ce que c'est. C'est le beau-fils de. Non. C'est une invention. C'est une invention du Nabot là, d'un fils de Nabot. Il s'appelle Enteren. Voilà, c'est ça. On s'en fiche. C'est une invention de troll. En plus, il avait 14 ans à cet âge-là. C'est pas le meilleur. Il n'avait pas passé sa puberté, le malheureux, donc il ne sait pas réfléchir. Il y a une question de Michael Attal. Une question de Il y a une question de Michael Attal. Est-ce que tu peux la transmettre? Est-ce que la source de la langue des oiseaux reposerait sur un procédé dactylologique comme exprimé dans les travaux de Joseph Barrois? Oui et non. Joseph Barrois, c'était un prêtre qui avait détecté dans l'écriture, entre guillemets, qui n'ont pas babylonienne mais acadienne, des notations dactylologiques et pas graphiques, bien qu'elles le soient puisqu'on le transmet par l'écriture. Mais ça, on l'a partout sur les devantures de cathédrales et d'églises, tout ça. Par exemple, lorsqu'on voit Jésus qui fait ça, il ne dit pas scout toujours prêt, c'est le nombre 8 dans la dactylologie ancienne. Bon, on vous expliquera un jour parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais est-ce que c'était la dernière? Alors, j'ai une question. Quelle a comme propriété énergétique sur nos corps de boire de la sève de bouleau? Ça ne sera pas pour aujourd'hui, il faut des questions plus fondamentales. Tu m'avais parlé de guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... parce que nous sommes dans un état de guerre, comme l'avait dit le président Emmanuel Macron, pour nous assiéger par la peur. En situation de cet ordre, 1. Ne pas avoir peur. 2. Avoir le maximum d'informations. 3. Pratiquer la stratégie, celle que l'on veut, celle militaire, mais non. Il faut se retrouver dans les campagnes. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a de l'eau, il y a de quoi se nourrir, il y a des animaux, etc. Et ça dissocie les forces brutales qui sont obligées de se séparer elles-mêmes. À ce moment-là, nous sommes dans une situation de guérilla et on les a les uns après les autres, on leur pique le matériel, qu'on retourne, etc. C'est relativement simple à faire, mais pour cela, il faut que chacun ait un livret de 60 pages à disposition. Peut-être je le ferai paraître, mais ça attirerait l'attention sur mon passé. Sur d'autres compétences, enfin bon, peu importe. Mais c'est relativement facile si vous retenez cela.
vous prenez n'importe quelle voie de sortie des grandes villes pour aller, voilà. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous allez retrouver des paysans qui en ont besoin beaucoup en ce moment, eh bien, eux vont mettre à disposition de quoi les sauver eux-mêmes et vous avec. Donc, ça fera une autarcie. Et notez ce détail supplémentaire, en cas d'autarcie, il ne restera aux militaires du pouvoir autocratique pour se nourrir que des choses non pas naturelles mais industrielles. Et là, ça a commencé à craindre pour eux parce que les manières de récupérer de l'énergie dans la nourriture naturelle, qui ont été perdues malheureusement, fort heureusement mon passé de paysan va me servir, eh bien, et ça va être une claque énergétique. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être blessé, ne serait-ce que par arme automatique, quelle que soit la nature de la blessure, on pourra la guérir. Et je peux vous dire que ce genre de situation, ça fait changer l'optique sur ce que c'est qu'une guerre et comment l'aborder. De toute façon, ils auront, comment dire, un gros problème à gérer, c'est-à-dire qu'il y a des moyens de contrer tout ce qui est communication, et c'est très simple, il suffit de le mettre en œuvre de manière régulée, et tout va bien. Bon, ben super, merci Jacques. C'est avec plaisir, parce que nous sommes, quoi qu'on en pense, par exemple, le comte de Saint-Germain, hein, ça vient du latin germain qui veut dire cousin, frère, c'est adelphos en grec et hermano en espagnol. On est tous dépendants les uns des autres. On n'est pas frères dans le sens étroit du terme, c'est-à-dire dans le sens des pornographes, pédographes et tout ça, ou pédophiles hein, comme certains, mais on est frères parce qu'on se doit de s'aider mutuellement, parce qu'il n'y a que comme ça que les choses sont possibles. Sinon, on serait tout seul sur la planète, chacun sur la sienne, comme l'avait fait si bien voir Antoine de Saint-Exupéry. Alors, Phase Léon. Non, 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 rien, rien. Oui, je connais les souterrains et toutes ces choses-là, ça se détecte justement au pendule. Voilà. J'ai fait le tour à Lyon, c'est immense, mais bon, on ne va pas continuer là-dessus. S'il y avait une ultime, ce serait 3 minutes et demie, hein, pour qu'on aille jusqu'à 11h30. Il me semble que c'est 11h30, 11h27, j'ai dit 3 minutes, donc ce serait bon. L'ultime, c'est la tienne. Est-ce que tu peux conseiller des livres d'astrologie? Alors, il faut que tu reparles auprès du micro sans trop t'en échapper, je n'ai rien compris. Est-ce que tu peux conseiller des livres sur l'astrologie pour certains et tes livrets à toi, comment est-ce qu'ils sont téléchargeables gratuitement? C'est difficile parce qu'il faut entretenir l'activité associative, etc., grâce aux ventes. Or, les trolls s'acharnent à dire de mes livrets que c'est n'importe quoi, que c'est copié sur Internet, ce qui est entièrement faux. Dans mes livrets, vous ne trouvez absolument rien d'autre que ce que vous trouvez dans mes livrets. Bon, sinon, ce ne sont que des références aux erreurs d'autrui. Ceci étant, donc, on plafonne à 25% de ce qui pourrait être une vente normale, mais on s'en fiche. Les trolls perdent leur temps, leur énergie et ne vaincront pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Donc, à chaque naissance, virtuellement, c'est quelqu'un qui va aller plutôt du côté Grimaud que troll. Donc, disais-je, en matière d'astrologie, il faut apprendre les bases, et elles existent dans tous les petits bouquins. N'importe quel petit bouquin microscopique, plus il est petit, moins il y a d'erreurs, et plus il est proche de la source. Donc ça, c'est indispensable. Ensuite, je vais faire un effort jusqu'à la fin de l'année, mais plutôt dans la fin de l'année, pour donner les éléments de la vraie astrologie hermétique, celle qui est la source de toutes les autres et dont s'originent en se déformant toutes les autres. Que ce soit, les astrologies conditionnalistes et tout ça, ce ne sont que des déformations parce que la source même, elle est unique, mais les efflorescences sont spécifiques à certaines choses. C'est-à-dire, on peut avoir un exposé astrologique de même aspect, mais consacré uniquement, par exemple, à l'astrologie karmique, c'est-à-dire le passé et les conséquences du passé sur le présent, éventuellement l'avenir. On a d'autres types, c'est l'astrologie médicale, qui, elle, va aider à comprendre ce que c'est que les modalités de fonctionnement de l'organisme qui est soumis à l'analyse, à savoir sa réactivité, sa durabilité physiologique, etc., ou les points de faiblesse et tout ça. Et c'est très efficace. Je peux vous dire que de temps en temps, on me sollicite et je réponds,
parce qu'on se doit aux uns et aux autres la chose, eh bien c'est extrêmement efficace partout, dans tous les types de maladies, même contre le... Bon, mais comme ici en France, on se fait attaquer pour un oui ou par un non par la clique au pouvoir, c'est-à-dire on est dans une dictature. Avant, j'avais dit, nous étions dans une démocrature. Je l'ai dit pendant 10 ans, 15 ans à peu près, et maintenant nous sommes dans une dictature qui n'a pas peur de se montrer, puis voilà. Gaulois réfractaires, j'en profite, vous n'êtes pas autre chose que des réfractaires. Gaulois, si vous voulez, mais on ne peut pas dire de vous que vous êtes des complotistes. Pourquoi? La différence, c'est que les trolls, ce sont des idéologues, les complotistes tels qu'ils les désignent ne sont pas des idéologues. Ils défendent la chose naturelle sans créer des clubs, des machins, mais ça va se faire. Hein. Donc, pour l'instant, vous êtes des réfractaires, il faut manifester tout le temps votre mécontentement parce que ça n'est pas digne de l'homme d'aujourd'hui, surtout de la femme en plus, de concevoir de pareilles imbécilités. On est assez éduqué, assez instruit pour savoir quelles sont les priorités et non pas les stupidités qu'on nous fait faire et qu'on nous oblige à faire alors qu'elles n'ont aucun sens, à part tuer le maximum et retirer le maximum d'argent de cette chose-là. Bon, la chose étant, on se dit c'est le clap de fin, je vous remercie toutes et tous, je vous dis une fois de plus, soignez-vous par la nature essentiellement, c'est-à-dire par des choses saines et vérifiées, vérifiables. Donc santé, chance, force, joie, partage. Salut. Merci Jacques. Trollitude. Profitons-en, puisqu'on me l'a envoyé, je l'ai rectifié et je dis voilà. Hein. Vous savez en plus pourquoi c'est très drôle, c'est que c'est ce que montraient les archers français aux Anglais. Parce que les Anglais, quand ils saisissaient un archer français, lui coupaient le doigt qui servait à tenir la flèche sur la corde. Donc ils coupaient le majeur. Et les Français qui leur montraient le majeur, comme ça, c'est pour dire on peut encore vous tirer dessus. Et non pas tirer dedans comme certains de leurs clics font. Voilà. Parfait, on termine. Allez, goose die, comme disaient les Anglais, justement. Ciao, ciao. C'est une excellente. Merci. Merci. Ben, j'en sais rien, c'est à tout le monde de s'abreuver à cette chose-là. Allez, bye.